J'y ai trouvé le cache-colle de laine bleu nuit dans le tiroir du bas de ma commode, plié comme je l'avais laissé en octobre, avec Elle Ourlet, que J avait promis de reprendre depuis 3 mois. Ce matin-là, un mardi de janvier 2025, le ciel au-dessus de Liège était blanc comme du lait caillé, et J avait devant moi une journée sans rendez-vous, sans obligation, sans personne qui m'attendait nulle part. J est 79 ans. Je connais la valeur d'une journée sans obligation. Mais je connaissais aussi la valeur d'une promesse faite à ma fille. Je veux que vous sachiez quelque chose avant que je commence à raconter ce qui s'est passé ensuite. Cette histoire N est pas un reportage. Ce N est pas un fait divers. Ce N est pas une affaire confirmée par qui que ce soit des officiels. C est une histoire que je raconte parce que des situations semblables, beaucoup de mères les vivent en silence, sans savoir comment mettre des mots dessus, sans savoir si ce qu'elles ressentent mérite d'être dit à voix haute. Je la raconte comme une histoire, parce que parfois une histoire aide à comprendre à quoi ressemble un signe d'alerte avant que la vie nous l'apprenne trop durement. Les sentiments derrière ces mots, eux, sont réels. Et si vous les reconnaissez, alors peut-être que vous aviez besoin de les entendre. Ce cache-colle bleu nuit, je l'avais tricoté moi-même il y a 2 hivers de cela, avec une laine achetée au marché de la Batte, le samedi matin, entre les fromages et les fleurs séchées. Noémie, elle avait mis 1 fois, 2 fois peut-être, et puis elle l'avait rapporté en disant que elle en colure lui serrait un peu. Je lui avais dit que J arrangerait cela. Elle avait souri. Elle avait posé le cache-colle sur ma table, et nous avions bu un café en parlant d'autre chose. C était notre façon d'être ensemble, Noémie et moi. On laissait les petites choses se poser entre nous sans les brusquer. Ce matin-là, j'y ai pris le cache-colle. J'y ai vérifié Elle Ourlet sous la lumière de la fenêtre. J'y ai vu que C était simple à corriger avec quelques points et j'y ai pensé, pourquoi ne pas passer lui apporter directement? Elle habite quai de la Batte, numéro 52, appartement 7A, à 20 minutes à pied de chez moi si je longe le fleuve. 20 minutes pour une femme de 79 ans qui marche encore sans canne. C est une promenade décente. Je me suis dit que je lui ferais la surprise, que je sonnerais en bas, que je monterais avec le cache-colle sous le bras, que nous boirions peut-être un thé ensemble et que je rentrerais avant midi. Je N et pas appelé. C est cela qui change tout dans ce que j'allais vivre 1 heure plus tard. Je N et pas appelé parce que elle, idée de surprendre ma propre fille dans son propre appartement un mardi matin ne m'a pas semblé nécessiter une autorisation. Elle a 34 ans. Je suis sa mère. J avait un cache-colle à lui rendre et une marche à faire avant que le froid revienne. J ai mis mon manteau de drap gris, celui avec les boutons en os. J ai glissé le cache-colle dans mon sac en tissu ciré et je suis sortie dans le froid blanc de janvier. Avant d'aller plus loin, J ai besoin de reprendre mon souffle. Ce genre histoire N est pas facile à raconter, même quand on la raconte pour aider quelqu'un. Si vous êtes encore avec moi jusqu'ici, me feriez-vous une gentillesse? Dites-moi où vous regardez. Quelle ville, quelle région, quelle heure il est chez vous en ce moment? J aime savoir que je ne suis pas seule avec ses souvenirs. Si cette histoire touche quelque chose en vous, laissez un JM. Abonnez-vous si vous voulez une autre histoire demain, parce qu'il y en a une ici chaque jour. Je vous attendrai. Maintenant, laissez-moi revenir à ce matin-là, au bord du fleuve. La Meuse en janvier a cette couleur de plomb poli, que J aime malgré tout. L'eau est sombre, épaisse, presque immobile, et les façades du quai se reflètent dedans, comme des visages qui ne veulent pas se reconnaître. J ai marché lentement. Je me souviens du bruit de mes pas sur les pavés humides, un son régulier et propre qui m'accompagnait. Il faisait froid mais pas de vent. Le genre de froid qui pique les joues et laisse la tête claire. J'y ai pensé à Noémie pendant cette marche. J'y essaie toujours de penser à elle quand je marche vers elle, comme si je préparais quelque chose, comme si le chemin faisait partie de la visite. J'y ai pensé à la façon dont elle ria quand elle était petite. Un rire qui partait toujours avec une légère hésitation, comme si elle voulait d'abord s'assurer que le moment méritait d'être heureux. J'y ai pensé à l'époque où elle faisait ses études à Bruxelles et où elle appelait tous les dimanches soirs, fidèle comme une horloge, pour me raconter sa semaine en 3 minutes parce qu'elle savait que les longues conversations me fatiguaient. Elle a toujours eu cette attention-là pour moi.
Elle a rencontré Olivier de Smay il y a 6 ans. Il avait une galerie d'antiquités dans le quartier de Outremeuse, un endroit propre et discret avec des meubles anciens bien éclairés et des tableaux du siècle passé soigneusement étiquetés. Il n'était pas beau au sens ordinaire, mais il avait ce qu'on appelle parfois de la tenue, cette façon de se tenir dans une pièce qui fait penser que la pièce attendait sa présence. Il parlait peu. Quand il parlait, les gens écoutaient, non pas parce que ce qu'il disait était extraordinaire, mais parce qu'il semblait toujours choisir ses mots avec une précision qui imposait le respect sans le demander. La première fois que je l'avais rencontré, j'avais pensé « Voilà un homme difficile à connaître. Pas désagréable, pas froid, juste difficile à connaître, comme une maison dont toutes les fenêtres sont propres, mais dont les volets sont toujours mi-clos. » Noémie semblait heureuse. Elle avait arrêté son travail de coordinatrice dans une agence de communication 2 ans après leur mariage, à 31 ans. Elle m'avait dit que C était sa décision, qu'elle voulait s'occuper de la galerie avec Olivier, tenir les comptes, accueillir les clients, organiser les expositions. Je n'avais rien dit. Les décisions de ma fille adulte lui appartiennent. Mais j'y avais remarqué, sans le formuler clairement à l'époque, que depuis ce changement-là, elle consultait Olivier pour tout. Des petites choses. Le choix d'un restaurant quand nous sortions ensemble. La date d'un week-end que je proposais. Le menu d'un repas que je voulais lui préparer pour son anniversaire. Ce N était jamais présenté comme une obligation. C était toujours présenté comme une habitude des couples, comme de la considération mutuelle. Et peut-être que C était cela. Je ne savais pas encore distinguer la considération mutuelle de la permission habillée en politesse. Je suis arrivé devant le numéro 52. Immeuble est ancien, avec une façade en pierre bleue du pays, propre et sombre. J est sonné en bas. Un silence. J est sonné encore. Et puis la voix de Noémie dans interphone, une voix neutre sans surprise ni chaleur particulière, celle qu'on prend quand on ne reconnaît pas le visiteur. Qui est là? C est maman. Un silence d'environ 2 secondes. 2 secondes, C est court. Mais J avait 79 ans et j'y avais eu 34 ans de ma fille dans la mémoire du corps. Ces 2 secondes-là n'avaient pas le même poids qu'un silence ordinaire. Maman, attends, je t'ouvre. J est monté les escaliers jusqu'au 7e étage. L'ascenseur de cet immeuble est petit et lent. Et je préfère monter quand J en suis capable, parce que les jambes qui montent restent des jambes qui servent. Au 3e palier, J est ralenti. Au 5e, J est repris mon souffle. Au 7e, J ai vu la porte du 7AS ouvrir avant que J arrive, comme si Noémie avait guetté mes pas dans le couloir. Elle était là dans l'embrasure, robe en laine couleur sable, cheveux attachés avec soin. Elle me souriait. Mais avant de sourire, avant même que son visage ait eu le temps de se composer, J avait vu son regard glisser vers l'intérieur de l'appartement. Un regard bref, comme une vérification. Comme quelqu'un qui contrôle que tout est en ordre avant d'ouvrir la porte. Je lui avais souri en retour. J avait dit « Je t'ai apporté le cache-colle ». Elle avait répondu « Entre, je suis contente de te voir ». Et C était vrai. Je crois que C était vrai. Mais elle ne m'avait pas prise dans les bras. Elle avait reculé pour me laisser passer, et la façon dont elle avait reculé, ce pas en arrière calculé, avait laissé une impression que je n'aurais pas su nommer dans l'instant. L'appartement sentait la cire des entretien et quelque chose de plus doux dessous. Une bougie peut-être, ou du linge propre. Tout était en ordre. Un ordre qui allait au-delà de la propreté ordinaire. Les coussins du canapé alignés avec une précision que je n'avais jamais eue dans ma propre maison, même les jours de grande conscience domestique. Les livres sur étagère, rangés par hauteur. La table basse, sans un verre, sans un magazine ouvert, sans la moindre trace de quelqu'un qui vivait là de façon détendue. Olivier était dans le salon. Il est levé quand je suis entrée. Il a dit « Madame Véronique », avec cette petite inclinaison de tête qui lui était habituelle. Il aime à serrer la main avec la pression exacte qu'il fallait, ni trop peu, et il aime à proposer du café avant même que je m'assoie. « Merci, Olivier. Avec plaisir. » Il est parti vers la cuisine. Noémie a fait signe de asseoir sur le canapé. Elle est assise en face dans le fauteuil et pendant quelques secondes, nous nous sommes regardés. J ai remarqué alors quelque chose que J allait repenser souvent dans les semaines suivantes.
Elle ne s'était pas assise à côté de moi. Elle s'était assise en face, à la distance exacte où elle on est assied quand on reçoit un visiteur que elle, on ne connaît pas encore très bien. Ma propre fille. Je lui ai tendu le cache-colle. Elle a dit merci, elle l'a regardé, elle a dit que je n'aurais pas dû me déranger. J ai dit que ce N était pas un dérangement, que J avait besoin de marcher et que je pensais à lui depuis l'automne. Elle a souri. C était un beau sourire, le sien, celui que je connais depuis qu'elle a 4 ans et qu'elle fait la même chose avec les coins de sa bouche. Un sourire qui commence doucement avant de s'ouvrir. Mais ses mains, posées sur ses genoux, ne bougeaient pas. Ses mains à elle qui avaient toujours eu cette habitude de parler, de toucher les objets, de jouer avec une bague ou de lisser une manche quand elle était contente ou émue. Ses mains étaient immobiles, posées là, l'une sur l'autre, parfaitement tranquilles. Olivier est revenu avec le café. Il a posé les tasses avec soin, il a offert du sucre, il s'est assis dans un second fauteuil, légèrement de côté, dans une position qui lui permettait de voir aussi bien Noémie que moi, sans tourner la tête. J ai remarqué cela sur le moment. Je me suis dit que C était la disposition naturelle du mobilier, ou son habitude à lui. Je ne m'y suis pas attardé. Nous avons parlé du temps, de ma santé, d'un tableau qu'il venait de recevoir à la galerie, un paysage flamand du XVIIIe siècle qu'il décrivait avec précision et passion légère. Il avait cette qualité, Olivier. Il rendait les sujets intéressants sans jamais forcer elle intérêt. Elle écoutait parce qu'il parlait bien, et parce que ne pas elle écouter aurait semblé un manque de raffinement. Noémie ajoutait peu. Elle souria quand il souriait. Elle confirmait quand il affirmait. À un moment, je lui ai demandé si elle avait vu sa cousine Laurence récemment, parce que Laurence M. avait dit vouloir lui proposer de déjeuner. Noémie a ouvert la bouche, elle a dit « oui, je », et puis elle a regardé Olivier une fraction de seconde avant de terminer sa phrase. Je crois qu'on n'a pas encore fixé de date. Il faudra voir selon le calendrier de la galerie. Je m'en souviens précisément parce que J ai pensé sur le moment. Selon le calendrier de la galerie. Un déjeuner avec sa cousine, selon le calendrier D, une galerie D Antiquité. Je veux arrêter ici, parce que C est la partie que J aurait voulu que plus de mères comprennent avant que je la comprenne moi-même. Un seul geste ne dit rien. Une seule phrase ne prouve rien. Mais les patterns, eux, parlent. Si vous êtes en train d'écouter cette histoire et que quelque chose en vous reconnaît ce moment, ce petit geste de vérification, cette hésitation avant une réponse ordinaire, laissez-moi savoir dans les commentaires D où vous écoutez ce soir. Et si quelqu'un que vous aimez traverse quelque chose de silencieux, partagez cette histoire avec lui. Abonnez-vous si vous voulez rester avec moi jusqu'à la fin, parce que je n'ai pas encore dit le plus important. Nous avons bu le café en entier. Olivier a évoqué une vente aux enchères à Anvers en février. J ai dit que cela devait être passionnant pour lui. Il a acquiescé avec une modestie mesurée. Noémie a dit que C était beaucoup de préparation, mais que cela valait le déplacement. Elle a pas dit « je suis impatiente d'y aller ». Elle a dit que cela valait le déplacement, comme si elle commentait expérience D un tiers. Quand J ai voulu me lever pour aller aux toilettes, J ai remarqué qu'Olivier avait baissé les yeux vers son téléphone, en même temps que je me levais, pas ostensiblement, pas de façon visible à quiconque qui n'aurait pas été en train de chercher des détails. Mais J était en train de chercher des détails, pas parce que je soupçonnais quoi que ce soit de précis. Plutôt parce que quelque chose dans cette maison impeccable me donnait l'impression d'être dans une salle de théâtre où les acteurs ne savent pas encore que la pièce est finie. Dans le couloir, J ai vu quelque chose, une petite chose, une paire de chaussures de Noémie rangées contre le mur, sous le porte-manteau, des chaussures plates en cuir bordeaux, les siennes, celles qu'elle portait pour sortir en ville. Posées là, talons ensemble, pointe alignée, avec une précision qui, avait rien de naturel. Personne ne pose ses chaussures comme ça par distraction. On les pose comme ça quand on sait qu'elles doivent être là, exactement là, parce que ordre est attendu. Je suis revenue dans le salon. Nous avons parlé encore un peu. J ai dit que je ne voulais pas m'imposer. Olivier a dit que ma présence était jamais une imposition. Sa formule était exacte, polie, et ne voulait rien dire. Noémie a raccompagné jusqu'à la porte. Nous avons traversé l'entrée, et elle a ouvert la porte palière.
Olivier avait reçu un appel sur son téléphone et S était retiré dans le salon. Et C est là, dans cet espace étroit entre la porte de L appartement et le couloir ancien de L immeuble, que ma fille est devenue, pour quelques secondes, la femme que je ne savais pas qu'elle était en train de perdre. Elle a regardé derrière elle. La porte était entr'ouverte. Olivier parlait bas dans le salon. S est tournée vers moi, elle a pris ma main entre les deux siennes et elle a dit dans un murmure si précis que chaque mot arrivait seul, sans se bousculer. « Maman, si je frappe chez toi une nuit, même sans manteau, même sans sac, ne me demande rien. Ouvre. Après seulement, tu pourras avoir peur. » Je n'ai pas eu le temps de répondre. Peut-être je pas su quoi répondre. Elle avait déjà lâché ma main, elle avait reculé vers l'appartement, et j'y ai entendu la porte se fermer avec ce claquement feutré des portes bien construites. Le genre de claquement qui ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle est fermée. Je suis restée sur le palier. Je ne sais pas combien de temps. L'ascenseur est arrivé, quelqu'un est sorti, M a regardé avec la politesse indifférente qu'on a dans les immeubles pour les gens qu'on ne connaît pas, et je suis entrée dans la cabine. Dans l'ascenseur, J ai regardé le cache-colle bleu nuit dans mes mains. Je avait repris sans M en rendre compte. Je devais avoir ramassé dans le couloir ou avoir gardé pendant toute la visite, je ne savais plus. Il était doux, épais, fait pour protéger du froid. Et ma fille venait de me dire quelque chose avec sa bouche qui avait la forme une fuite. Et je ne savais pas encore si je l'avais bien entendu, si elle avait vraiment dit ce que j'y avais entendu, ou si C était ma vieille anxiété de mère qui transformait une phrase ordinaire en alarme. Je suis sortie dans la rue. Le froid M a pris par les épaules comme une vieille connaissance. J est commencé à marcher. J est 79 ans, et J est vécu suffisamment pour savoir qu'on peut entendre des mots et les remettre en question pendant des jours avant de leur accorder la gravité qu'ils méritaient dès le premier instant. C est ce que J est fait pendant les 20 minutes de retour le long de la Meuse. J est remis en question ce que J avait entendu. J est cherché des interprétations plus légères. Peut-être qu'elle préparait quelque chose, une surprise, un départ improvisé, un projet dont elle ne voulait pas parler devant Olivier parce que C était une surprise pour lui aussi. Peut-être qu'elle avait voulu dire quelque chose de plus simple, quelque chose d'affectueux, une façon de me dire qu'elle avait toujours besoin de sa mère, même à 34 ans. Peut-être que la phrase N avait pas le poids que je lui donnais. Peut-être que C était moi qui avais peur, moi qui projetais, moi qui cherchais des drames dans une visite ordinaire. Mais ses mains, la façon dont elle avait regardé en arrière avant de parler, la façon dont elle avait lâché ma main exactement quand il le fallait pour que tout soit redevenu normal avant que la porte se rouvre. Ces choses-là, elle ne s'invente pas. Et une mère qui a tenu la main de sa fille depuis qu'elle avait quelques heures de vie reconnaît la différence entre une main qui parle et une main qui transmet un message que la bouche ne peut pas encore formuler. Rentré chez moi, J ai posé le cache-colle sur la table de la cuisine. J ai mis de l'eau à bouillir. Et je me suis assise sur la chaise en bois du fond, celle contre le mur, celle que J occupe quand J ai besoin de penser sans bouger. J ai posé mes deux mains à plat sur la table. Et J ai commencé à me souvenir. Pas de ce matin, plus loin, beaucoup plus loin. J ai commencé à rassembler dans ma mémoire tous les petits moments auxquels je n'avais pas accordé de poids, toutes ces observations que J avais eues et que J avais posées dans un tiroir intérieur avec l'étiquette. Peut-être que je me trompe. La première chose qui m'est revenue, le téléphone. Noémie et moi nous appelions régulièrement. Elle m'appelait souvent en fin de matinée, entre 10h et midi, quand Olivier était à la galerie. Ces appels duraient rarement plus de 10 minutes. Elle me donnait des nouvelles, je lui donnais les miennes, on se disait qu'on se verrait bientôt. Mais depuis environ 1 an, peut-être un peu plus, ses appels S étaient réduits. Elle appelait moins souvent. Et quand elle appelait, j'y entendais parfois dans sa voix une légère compression, comme quelqu'un qui parle en retenant quelque chose de plus grand. Je lui avais demandé une fois si tout allait bien. Elle avait dit oui, qu'est-ce qui ne va pas? J avait dit que sa voix me semblait fatiguée. Elle avait répondu qu'elle avait beaucoup de travail à la galerie, des inventaires, une exposition à préparer. J avait accepté cette réponse parce qu'elle était plausible.
parce que C était plus facile que de continuer à poser des questions auxquelles je n'avais pas les outils pour répondre. La deuxième chose, les repas de famille. Nous nous réunissions, ma sœur Jeanne et moi, avec nos enfants et petits-enfants, à Noël et en été. Depuis le mariage avec Olivier, Noémie venait toujours avec lui, ce qui était normal, mais elle ne restait jamais aussi longtemps qu'avant. Avant, c'était elle qui prolongeait les soirées, qui ne voulait pas rentrer, qui demandait le dessert en plus. Depuis quelques années, c'était elle qui regardait l'heure, qui disait que la route était longue, qui prenait son manteau avant que tout le monde soit levé. Je aime était dit, elle a une vie avec lui. C'est normal qu'elle équilibre. Je me l'étais dit parce que C était une explication raisonnable. Mais une explication raisonnable N est pas toujours la vraie explication. Parfois, une explication raisonnable est simplement celle qu'on choisit parce qu'on N est pas prête pour elle autre. La troisième chose, et C, est celle qui m'a fait rester assise le plus longtemps cet après-midi-là, sa façon de dire les choses. Noémie avait toujours eu des avis, surtout, sur les films, sur la politique, sur la façon de cuire les pâtes, sur l'organisation des meubles dans une pièce. Petite, elle débattait avec son père à table sur des sujets qu'elle n'avait vus que dans ses livres des écoles. J avait adoré ça chez elle, cette volonté d'avoir une pensée propre. Depuis quand est-ce qu'elle avait arrêté d'avoir des avis en ma présence? Depuis quand est-ce qu'elle disait « on pense que » plutôt que « je pense que ». Depuis quand est-ce que ces phrases commençaient à ressembler à des résumés approuvés plutôt qu'à des réflexions en train de se former? Je ne savais pas répondre exactement, mais en cherchant dans mes souvenirs, je comprenais que le glissement S était fait progressivement, si doucement que je ne l'avais pas vu venir, comme une rivière qui change de lit si lentement que les gens qui vivent sur ces rives ne remarquent pas que l'eau est ailleurs jusqu'au jour où ils cherchent à boire. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je sais que c'est lourd, mais je vous promets que je ne vous laisse pas dans le noir. Je raconte tout cela parce que quelqu'un là-bas a peut-être besoin d'entendre que remarquer ces choses-là et pas de la paranoïa. Remarquer, c'est la première forme de protection. Si vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un que vous aimiez rétrécissait sans que vous puissiez expliquer comment, laissez le mot « écouter » dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous serai reconnaissante de le faire. Il y a une nouvelle histoire chaque jour sur cette chaîne, et peut-être que celle de demain sera exactement celle dont quelqu'un près de vous a besoin d'entendre. Ce soir-là, je n'ai pas dormi immédiatement. J ai pris le cache-colle bleu nuit et je l'ai posé sur le fauteuil à côté de mon lit, là où je pose les choses importantes pour les voir en me réveillant. Pas par superstition, par besoin de ne pas oublier. La phrase de Noémie tournait dans ma tête avec la précision d'une chose qui a été préparée. Pas improvisée dans l'émotion du moment. Préparée. Elle savait ce qu'elle voulait dire. Elle attendait peut-être depuis longtemps un moment où Olivier serait dans une autre pièce assez longtemps pour que les mots puissent passer. Si je frappe chez toi une nuit, même sans manteau, même sans sac. Sans manteau en janvier, à Liège. Sans sac, pas de monnaie, pas de téléphone, pas de clé, pas de rien. Ce N est pas l'image d'une femme qui part en voyage. C est l'image une femme qui part avec ce qu'elle a pu emporter en courant. Et elle avait ajouté « Ne me demande rien. Ouvre. Pas d'explication, pas de compte-rendu, juste une porte. » J ai compris cette nuit-là que ma fille ne m'avait pas demandé de résoudre quelque chose. Elle m'avait demandé de ne pas la laisser expliquer dans un moment où l'explication pourrait lui coûter quelque chose. Elle m'avait demandé un réflexe avant une réflexion. Et C était peut-être, J y pense encore, le signe le plus clair de l'état dans lequel elle se trouvait. Quand une personne qui vous aime ne peut plus vous demander de aide de façon directe. Quand elle doit vous préparer à lui ouvrir une porte avant même de savoir si elle aura la force de frapper dessus. J est 79 ans. J est enterré un mari. J est élevé seule une fille après ses 40 ans à lui. J est traversé des hivers qui n'avaient pas de nom. Je ne suis pas une femme qu'on effraie facilement. Mais ce soir-là, dans mon appartement au bord de la Meuse, avec le cache-colle bleu nuit sur le fauteuil et la phrase de Noémie dans la tête, J avait peur. Une peur tranquille. Pas la peur qui crie. La peur qui assied avec vous et attend que vous décidiez quoi faire.
J ait décidé une chose cette nuit-là. Je n'allais pas appeler. Je n'allais pas frapper à nouveau à sa porte le lendemain. Je n'allais pas en parler à ma sœur Jeanne, pas encore, parce que Jeanne avait la gentillesse de ceux qui cherchent des explications rassurantes avant que les preuves soient là. J allait observer. J allait me souvenir. J allait mettre des mots sur des choses que J avait vues depuis des mois et que J avait choisi de ne pas voir, parce que voir M obligeait à décider. Et J allait garder cette porte mentalement ouverte, toujours. Même au milieu de la nuit, même sans savoir ce qui arriverait. Parce que c'est et cela qu'elle M avait demandé. Et c'est et cela que je pouvais lui offrir sans qu'il soit nécessaire de comprendre tout le reste. J est une habitude que J ait prise après la mort de mon mari Gérard, il y a 11 ans maintenant. Chaque soir avant de dormir, J écrit dans un petit carnet à couverture verte ce que J ait remarqué dans la journée. Pas mon journal intime au sens romantique du terme, pas mes émotions, mes observations, les choses que J ait vues, entendues, senties. Gérard appelait ça mon carnet de bord. Il disait que J aurait fait une bonne détective si J avait choisi cette voie. Je n'avais jamais pensé que ce carnet me serait utile autrement que pour moi-même. Le soir qui a suivi ma visite chez Noémie, J ait ouvert ce carnet et J ait écrit ce que je venais de vous raconter. La visite, les mains immobiles, le regard vers elle, intérieur de elle appartement, les chaussures alignées dans le couloir, la phrase dans le couloir du palier. J ait écrit tout cela avec le plus de précision possible, en notant les heures en lettres, les positions des gens dans la pièce, les mots exacts dont je me souvenais. Pas parce que je savais que J en aurait besoin, parce que noter les choses empêche de les réécrire dans sa mémoire. Les souvenirs non écrits se transforment. On leur ajoute des doutes, on les arrondit, on en supprime les angles qui dérangent. J avait appris cela à mes dépens des années auparavant, quand J avait failli ne pas croire quelque chose que J avait vu de mes propres yeux parce que je l'avais laissé vieillir dans ma mémoire sans elle ancrée nulle part. Je vous parle de moi avant de continuer à vous parler de Noémie, parce que pour comprendre comment J ait agi ensuite, il faut comprendre qui J était. Je suis né à Huy en 1945. J était l'aîné de 4 enfants dans une famille d'instituteurs. Mon père enseignait le français et ma mère la géographie. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avions pas faim. La maison était pleine de livres et de discussions à table. Mon père était un homme doux qui croyait aux arguments. Ma mère était une femme précise qui croyait aux faits. J ait pris un peu des deux. J ait fait des études d'infirmière à Liège, parce que C était pratique et parce que J aimait M occuper des gens. Pas les gens en général, plutôt les gens en particulier, les individus avec leurs histoires et leurs peurs et leur façon de supporter la douleur. J ait travaillé 31 ans dans un service de médecine interne. J ait vu des gens mentir sur leur douleur pour ne pas inquiéter leurs proches. J ait vu des gens nier des symptômes pendant des mois parce qu'ils avaient peur de ce que la vérité changerait à leur vie. J ait appris à lire les corps comme on lit des textes, avec attention aux détails qui ne correspondent pas au sens général. C'est pour cela que les mains de Noémie M avaient arrêté. Une infirmière ne regarde pas les mains par hasard. J ait rencontré Gérard à 28 ans. C était un homme de 32 ans qui travaillait dans l'administration communale, un homme tranquille avec un sens de l'humour qui se manifestait rarement mais toujours à propos. Nous avons eu Noémie 4 ans après le mariage. Un seul enfant, pas par choix d'abord, mais la vie avait décidé ainsi. Gérard et moi nous étions aimés avec la régularité d'une bonne machine bien entretenue. Pas de grands incendies, mais une chaleur constante qui ne est jamais éteinte. Il est mort un infarctus en 2014 au mois de mars, un mardi matin, dans le couloir de notre appartement. M avait demandé si J avait vu ses lunettes, J avait dit qu'elles étaient sur la table de chevet, il avait dit « merci » et il était tombé. Voilà comment une vie peut s'arrêter. Sans préambule, sans discours, sans la cérémonie que nous imaginons pour ces moments. Noémie avait 23 ans à la mort de son père.
Elle avait pleuré avec la même hésitation qu'elle mettait à rire petite, comme si la douleur aussi devait d'abord s'assurer qu'elle méritait d'être ressentie. Elle était venue s'installer chez moi pendant 2 mois, elle avait tout géré, les papiers, les appels, les rendez-vous au cimetière, avec cette organisation calme qu'elle tenait de Gérard et cette attention aux détails qu'elle tenait de moi. Puis elle était repartie à Bruxelles. Elle avait repris son travail, et nous avions chacune continué à avancer de notre côté avec le poids de son absence dans le dos. J avait appris quelque chose à la mort de Gérard qui allait me servir 11 ans plus tard, dans ces semaines qui suivaient ma visite quai de la Batte. J avait appris que le deuil réel ne ressemble jamais au deuil imaginé. De même, J avait commencé à comprendre que l'inquiétude réelle pour quelqu'un ne ressemble pas à l'inquiétude imaginée. Elle est moins dramatique au dehors. Elle est plus sourde. Elle ne crie pas. Elle s'assied avec vous à table le matin et mange votre petit déjeuner à votre place. Permettez-moi de m'arrêter ici. Parce que je crois que quelqu'un qui écoute ce soir a peut-être quelqu'un dans sa vie dont le corps parle une langue que les mots contredisent. Un enfant qui dit que tout va bien mais qui dort moins bien. Un parent âgé qui dit que tout va bien mais qui mange moins. Un ami qui dit que tout va bien mais qui répond au message avec un léger décalage, comme si chaque réponse était une décision. Si vous reconnaissez quelqu'un comme ça, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous observez. Je lis tous les commentaires. Et si cette histoire vous aide à mettre des mots sur quelque chose, abonnez-vous parce qu'il y a des autres histoires comme celle-ci chaque jour sur cette chaîne. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Dans les semaines qui ont suivi la visite, J ai commencé à rassembler dans mon carnet vert tout ce dont je me souvenais. Pas les événements extraordinaires, les habitudes, les petites choses, les modèles. Noémie et moi avions eu l'habitude de nous retrouver une fois par mois pour aller au marché de la Batte ensemble, le samedi matin. Était une tradition depuis des années. Elle arrivait vers 9 heures, on marchait sur le quai, on achetait des fromages, quelques légumes, parfois des fleurs. On buvait un café en regardant les brocanteurs. Était simple, et était le nôtre. Depuis combien de temps cette habitude avait-elle cessé? En remontant dans ma mémoire, en cherchant les dates, j'y ai réalisé que le dernier marché ensemble remontait à environ 18 mois. Pas un an, 18 mois. Et à chaque fois que je lui avais proposé depuis, elle avait dit qu'elle allait vérifier avec Olivier si le samedi était libre, et puis il ne l'était jamais, ou alors elle annulait la veille pour une raison liée à la galerie. J'y avais accepté chaque annulation, parce que la galerie existait vraiment, parce que les raisons données étaient plausibles, parce que Joanne n'avait pas voulu être la mère qui se plaint d'être mise de côté par sa fille adulte mariée. Mais 18 mois, 18 samedis de marché auxquels elle n'était pas venue, 18 matins de fromage et de café que nous n'avions pas partagés. Le téléphone ensuite. J'y ai regardé mon téléphone et j'y ai compté les appels entrants de Noémie sur les 3 derniers mois. J'y en avait 19. Pour 3 mois, 19 appels. Environ 1 tous les 4 ou 5 jours. Ce N était pas négligeable. Mais j'y ai fait attention à autre chose. La durée. Ces appels duraient entre 3 et 8 minutes. Jamais plus. Même à Noël, quand elle m'avait appelé le matin, la conversation avait duré 6 minutes. Avant cela, avant cette période, nos appels pouvaient durer une demi-heure. Pas toujours, mais parfois, surtout quand elle avait quelque chose à raconter, quelque chose qui l'avait amusée, ou agacée, ou surprise. Depuis quand n'avait-elle plus rien qui l'amuse, ou elle agace, ou la surprend assez pour durer une demi-heure? J'y ai noté tout cela dans mon carnet vert. En dessous, j'y ai écrit une question pour moi-même. Une question que je n'avais pas encore la réponse. Et ce que je me souviens une conversation avec Noémie au cours des 2 dernières années, où elle a dit quelque chose que je n'aurais pas pu anticiper. Un avis original. Une décision qu'elle avait prise seule et dont elle était fière. Une chose qu'elle voulait faire et qu'elle avait faite. Je suis restée longtemps devant cette question. La réponse a pris plusieurs jours. Ce que j'ai trouvé comme souvenir, en cherchant bien, remontait à 2 ans et demi. Elle avait appelé un mardi pour me dire qu'elle avait réservé des billets de train pour aller voir une exposition à Paris, une exposition sur les impressionnistes belges, quelque chose qui l'intéressait depuis longtemps. Elle était contente.
Sa voix avait cette légèreté qu'on a quand on annonce quelque chose qu'on a décidé pour soi-même parce que ça vous faisait envie. Hélène n'était pas allée à cette exposition. Hélène m'avait rappelé 2 jours plus tard pour me dire qu'Olivier avait une vente importante ce week-end-là et qu'il avait besoin d'elle à la galerie. Elle avait annulé les billets. Je me souvenais de cela maintenant. Je me souvenais parce que sa voix, lors du 2e appel, elle n'avait pas la même légèreté. Elle était neutre, comme quand on lit quelque chose à voix haute plutôt que quand on parle. J avait dit « C'est dommage, on aurait pu y aller ensemble ». Elle avait dit « Oui, c'est dommage », et on était passé à autre chose. Je n'avais pas insisté parce que je ne voulais pas me mêler de ses arrangements avec son mari. Je n'avais pas insisté parce que J avait pensé qu'il y aurait d'autres expositions, d'autres occasions. Et aussi parce que l'idée de creuser sous la surface D une réponse qui semblait close me demandait une énergie que je n'étais pas certaine d'avoir le droit de dépenser. Voilà ce que J aurait voulu que J ait fait différemment. Pas insister, non, cela N aurait peut-être pas aidé. Mais noter, garder dans le carnet. Un détail seul ne dit rien, mais les détails ensemble forment une géographie. Un après-midi, environ 2 semaines après ma visite quai de la Batte, ma sœur Jeanne est venue prendre le thé. Jeanne a 75 ans, elle vit seule depuis le divorce et elle a une façon de s'intéresser aux gens qui est parfois utile et parfois épuisante selon les circonstances. Ce jour-là, je lui avais dit, prudemment, sans détail, sans le frisson que la phrase de Noémie M avait laissé dans la main, « J ai l'impression que Noémie ne va pas très bien. » Jeanne avait posé sa tasse. Elle avait dit, « Elle est malade ?»« Non, je ne sais pas, elle ne dit rien. Elle est malheureuse, je ne sais pas. » « Tu lui as demandé ?» J'y avais réfléchi. Pas directement. Jeanne avait dit, « Alors peut-être qu'elle va bien et que tu t'inquiètes pour rien. Elle a l'air d'avoir une belle vie avec Olivier. » Une pause. Il est poli, ce garçon. Cultivé. On ne peut pas dire. Poli. Cultivé. On ne peut pas dire. 3 remarques qui ne disaient rien sur ce que je ressentais, mais qui donnaient un cadre à ce que des autres voyaient. Olivier était quelqu'un sur lequel personne n'avait de reproches précis à formuler. C'est cela aussi qui rendait les choses difficiles. Les situations les plus confuses ne sont pas celles où quelqu'un est clairement mauvais. Ce sont celles où quelqu'un est clairement présentable. J ai remercié Jeanne pour son thé. Je n'ai pas continué à lui parler de Noémie ce jour-là. Mais quelque chose était passé dans cette conversation brève qui m'avait aidé à formuler ce que je n'arrivais pas encore à dire clairement. Le problème n'était pas Olivier en tant que personne. Le problème était un espace. Un espace dans lequel Noémie ne semblait plus exister seule, ne prenait plus de décisions seule, ne construisait plus de phrases à la première personne du singulier. J avait été infirmière pendant 31 ans. J avait appris que la douleur la plus difficile à diagnostiquer, N, est pas la douleur aiguë. C est la douleur chronique, qui est installée si doucement et depuis si longtemps que la personne qui la porte a oublié ce que C était de ne pas elle avoir. Elle est adaptée. Elle a réorganisé ses habitudes autour d'elle. Elle explique les limitations comme des choix. Elle sourit parce que les gens autour d'elle sourient et parce que ne pas sourire demanderait une explication qu'elle n'a pas la force de donner. Ce N n'était pas de la douleur au sens médical que je voyais chez Noémie. Mais C était quelque chose qui avait la même structure. Une adaptation. Une réorganisation. Et la certitude de la personne qui la porte que l'état actuel est normal parce qu'elle N a plus de mémoire immédiate D, un état différent. J est une amie qui appelle Henriette. Nous nous connaissons depuis le lycée, elle a 78 ans, elle a été assistante sociale pendant toute sa carrière dans un service d'aide à la famille en Wallonie. Henriette et moi, nous buvons du café ensemble le jeudi matin depuis que nos maris sont partis. C est une femme qui a vu beaucoup de situations familiales dans sa vie professionnelle, qui ne juge pas vite et qui ne rassure pas trop tôt. Je lui ai tout raconté. Un jeudi matin de la fin janvier, dans ma cuisine, avec le cache-colle bleu nuit toujours sur la chaise à côté du fauteuil dans la pièce D à côté. Je lui ai raconté la visite, les mains, les chaussures, la phrase dans le couloir, les observations du carnet, la conversation avec Jeanne. Henriette a écouté sans m'interrompre. C
est ce que J aime chez elle. Elle laisse les mots finir leur course avant en ajouter des autres. Quand J a eu fini, elle a gardé le silence pendant peut-être 1 minute. Puis elle a dit « Ce que tu décris, ça s'appelle du contrôle. Pas de la violence, pas de l'abus au sens dramatique, du contrôle. Le type de contrôle que les gens autour ne remarquent pas parce qu'ils ne laissent pas de marque visible. Il se voit uniquement dans les absences. Ce que la personne ne fait plus, ce qu'elle ne dit plus, ce qu'elle ne décide plus. » Elle a ajouté « La phrase que elle t'a dite dans le couloir, est important, Véronique. Une femme qui va bien ne te prépare pas à elle ouvrir une porte en urgence, même si elle ne dit pas que est une urgence. » J est dit « Et que est ce que je fais ?» Henriette a dit « Tu ne fais rien de brusque, tu ne te précipites pas chez elle, tu n'appelles pas la police en disant que tu as une mauvaise impression, tu observes encore, tu continues à noter, et tu lui fais savoir, d'une façon ou d'une autre, que tu as entendu ce qu'elle t'a dit. Pas en lui posant des questions, en lui montrant que la porte est ouverte. Lui montrer que la porte est ouverte sans poser de questions. La difficulté était là. Comment dire à quelqu'un je t'ai et entendu sans le dire avec des mots qui pourraient être entendus par quelqu'un des autres? J y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Et puis J ai eu une idée simple. Je lui ai envoyé une carte postale. Une de ces petites cartes qu'on trouve dans les papeteries, celle-ci avec une illustration de canard sur la Meuse, quelque chose de banal et de beau en même temps. J ai écrit dessus en petites lettres serrées. Ma porte est toujours ouverte, même la nuit, même sans prévenir. Je t'aime, maman. Rien de alarmant si quelqu'un d'autre la lisait. Un message de mère à fille. Une phrase ordinaire de affection. Mais Noémie saurait ce qu'elle voulait dire. Elle lirait ce message avec la mémoire de la phrase qu'elle avait dite dans le couloir. Elle saurait que J avait entendu. J ai glissé la carte dans une enveloppe et je l'ai postée un mercredi matin. 5 jours après, Noémie M a appelé. Un appel à 10 heures du matin, le genre de heure où Olivier était à la galerie. La conversation a duré 7 minutes. Elle a parlé de la météo, d'un film qu'elle avait regardé, d'une recette qu'elle voulait essayer. À la fin, avant de raccrocher, elle a dit, très vite, sans intonation particulière, « J'y ai reçu ta carte. Elle était jolie. C était tout, mais C était assez. » J ai compris qu'elle avait lu chaque mot. Et J ai compris que ces 7 minutes d'appel anodine étaient, à leur façon, une réponse à ma carte. Une façon de dire « Je sais que tu as entendu. Et je suis encore là. » Avant de vous dire ce que J ai fait ensuite, je veux que vous vous souveniez de ceci. Quand quelqu'un que vous aimez vous envoie un signal depuis un endroit où il ne peut pas parler librement, la réponse juste N est pas forcément la plus grande. Parfois, la réponse juste est aussi petite que le signal. Un mot, une carte, un appel sans question, juste la preuve que vous avez entendu. Si on vous a déjà appelé dramatique alors que vous étiez simplement en train de faire attention, écrivez le mot « écoutez » dans les commentaires. Parce que faire attention N est pas dramatique. Faire attention est parfois la seule chose qu'une mère peut offrir à une fille qui ne peut pas encore demander plus. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Une nouvelle histoire demain. Et si celle-ci a mis des mots sur quelque chose que vous ressentez depuis longtemps, partagez-la. Quelqu'un en a peut-être besoin ce soir. Depuis cette carte postale, J avait un nouveau fil à tenir, mince, fragile, mais existant. Et J allait le tenir avec les 2 mains. Ce que J ai fait ensuite, dans les semaines qui ont suivi, c'est que J ai continué à noter. Mon carnet vert S est rempli de petites observations que J aurait peut-être qualifiées autrefois de détails sans importance. La façon dont Noémie utilisait le « nous » dans toutes ses phrases quand elle me parlait de leur vie commune. Pas « j'y ai pensé à », mais « on a pensé à ». Pas « j'y aime bien ce restaurant », mais « on aime bien ce restaurant ». Ce « nous » permanent, comme si je de ma fille avait été progressivement absorbé dans le « nous » de leur couple. Je ne suis pas psychologue, je ne prétends pas l'être. Je ne sais pas mettre des étiquettes cliniques sur ce que je décrivais dans mon carnet. Mais J avait été infirmière assez longtemps pour savoir que la perte de soi N est pas toujours spectaculaire.
Elle peut ressembler à de la sagesse de couple. Elle peut ressembler à de la considération mutuelle. Elle peut ressembler à de la stabilité. Sauf quand une nuit, la personne qui l'a perdue frappe à votre porte sans manteau et sans sac, avec juste l'espoir que vous ouvriez avant de poser des questions. C'est ce que je commençais à comprendre, lentement, avec la patience que les gens de mon âge ont appris à se donner. La situation N n'était pas un drame soudain. C était le résultat d'une érosion. D, une longue et douce érosion de ce que Noémie avait été avant, de ce qu'elle avait envie de être, de sa façon d'occuper l'espace dans une conversation, dans une pièce, dans sa propre vie. Et cette érosion-là, elle avait eu lieu sous mes yeux, sans que je la voie, pendant des années. Cette pensée était difficile à porter. Pas à cause de la culpabilité, même si la culpabilité existait, légère et persistante, plutôt à cause de ce qu'elle impliquait pour la suite. Si J avait mis si longtemps à voir, combien de temps Noémie avait-elle mis à comprendre elle-même ce qui lui arrivait? Et est-ce qu'elle le comprenait vraiment? Ou est-ce qu'elle sentait seulement que quelque chose n'allait pas sans pouvoir encore le nommer? J est pensé à toutes les femmes de sa génération qui se trouvaient peut-être dans des situations similaires. Des femmes intelligentes, éduquées, capables, qui avaient progressivement laissé un espace de plus en plus grand se former entre elles et leurs décisions propres. Pas parce qu'elles étaient faibles, parce que les pressions qui les avaient amenées là étaient construites pour ressembler à autre chose, à de la normalité, à du respect mutuel, à de la vie commune bien organisée. Et les mères de ces femmes, comme moi, regardaient de loin, appelaient de temps en temps, acceptaient les explications raisonnables et se disaient qu'elles n'avaient pas le droit de s'inquiéter pour quelque chose qu'elles ne pouvaient pas nommer. J avait maintenant un nom pour ce que je voyais. Pas un diagnostic, pas une certitude, mais un territoire que je commençais à reconnaître. Et J avait une fille qui m'avait tendu la main dans un couloir et m'avait dit « Sois là si J en ait besoin ». J allait être là. Le mois de février à Liège a cette particularité de rendre tout plus silencieux. Le froid durcit les contours des choses. Les gens marchent plus vite, la tête rentrée dans les épaules, et les conversations dans les rues raccourcissent. C est un mois qui oblige à L intérieur, et L intérieur, quand on vit seul, peut devenir très vaste. J avait rempli 7 pages de mon carnet vert depuis la visite de janvier. 7 pages d'observations, de souvenirs remis en ordre, de questions sans réponse et de 1 ou 2 certitudes que je défendais contre mes propres doutes. Henriette venait le jeudi. Ma sœur Jeanne appelait le mercredi soir. Ma vie continuait son chemin habituel avec, dessous, cette inquiétude tranquille qui ne me quittait plus. Un dimanche matin, vers la fin du mois, mon téléphone a sonné à 8h15. C'était tôt pour un dimanche. J'y ai regardé le nom sur l'écran, Noémie. J'y ai décroché avant la 2e sonnerie. Maman. Sa voix était normale. Peut-être un tout petit peu plus douce qu'à l'habitude, comme quelqu'un qui a préparé le ton avant de composer le numéro. Tu es debout? Depuis 1 heure, j'y avais du café qui m'attendait. Comment tu vas? Bien, bien. Un silence d'1 seconde. Olivier est parti tôt pour la galerie. Il y a une livraison ce matin. Je me retrouve avec une matinée libre et j'y ai pensé à toi. J'y ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. Pas de l'espoir. Était trop tôt pour ça. Plutôt une attention particulière, comme quand on entend un son familier dans une maison silencieuse et qu'on retient son souffle pour l'entendre mieux. Tu veux venir prendre le café? J'y ai dit. Un silence plus long cette fois. 2 secondes. 3. Je pourrais. Oui, si ça ne te dérange pas. Noémie, venir chez ta mère ne dérange jamais ta mère. Elle a ri. Un petit rire bref, pas son grand rire des avant, mais un rire vrai. Je prends le tram. Je suis là dans 1 heure. Elle a raccroché. Je suis restée avec le téléphone dans la main pendant un moment. Puis j'y ai rallumé la cafetière, j'y ai sorti les 2 belles tasses en porcelaine de Gérard, celles que je utilise que pour les occasions qui méritent la belle porcelaine, et j'y ai mis la table avec soin. Pas de façon ostentatoire, juste proprement. Comme on préparait l'espace pour quelque chose d'important sans savoir exactement quelle forme ça va prendre. Elle est arrivée à 9h20. Elle portait un manteau bleu marine que je ne lui connaissais pas. Des bottes en cuir brun, les cheveux lâchés ce matin.
chose rare pour elle qui les attachait toujours quand elle sortait. Je l'ai fait entrer, je l'ai prise dans les bras quand elle entrait, et j'y ai senti son corps se détendre légèrement contre le mien. Le genre de détente qui ne se commande pas, qui vient quand quelque chose autour de vous cesse de exiger une posture. Nous avons bu le café. Nous avons parlé de choses ordinaires pendant un moment. Elle a dit qu'elle avait regardé un documentaire sur les pêcheurs bretons la veille. Elle avait l'air de ça, elle, avoir regardé quelque chose seule la veille, et avoir aimé ça. Et puis, entre une gorgée de café et la suivante, sans que je l'aie demandé, elle a dit « Tu sais, des fois je ne reconnais plus vraiment mes semaines. Elles se ressemblent toutes. » J'y ai posé ma tasse. J'y ai attendu. La galerie, les inventaires, les fournisseurs qu'Olivier reçoit et pour lesquels il faut que j'aie l'air disponible. Les expositions à préparer. Tout ça, c'est bien, c'est propre, c'est une belle vie dans une belle ville. Mais parfois je me dis que je ne sais plus ce que j'aime en dehors de ça. LN avait pas crié. LN avait pas pleuré. Elle avait dit cela avec la voix qu'on a quand on formule quelque chose pour la première fois, une voix qui tâte le sol avant d'y poser le pied. J'y ai dit « Qu'est-ce ce que tu aimais avant que tu te perdes de vue ?» Elle aime à regarder, comme si la formulation lui avait surpris quelque chose en elle. « Me perdre de vue », elle a répété doucement. « C'est est arrivé à ta grand-mère. C'est est arrivé à beaucoup de femmes de ma génération. Ça arrive encore, dans des formes différentes. On finit par organiser sa vie autour de ce qu'on attend de soi, plutôt qu'autour de ce qu'on veut vraiment. » Noémie a tourné sa tasse entre ses mains. J'y aimais lire, vraiment lire, pas juste commencer des livres. J'y aimais marcher seule le samedi matin. J'y aimais appeler Laurence et passer 2 heures au téléphone sans regarder l'heure. J'y aimais décider ce qu'on mangeait le soir sans en faire un projet. LS est arrêtée. Elle a regardé par la fenêtre, vers les toits mouillés de février. Ces choses-là, elles sont où maintenant ? J'y ai demandé. Doucement, sans accuser personne. Elle a répondu « Quelque part où je n'ai plus vraiment accès. » Je veux m'arrêter ici parce que ce moment, cette phrase dans ma cuisine un dimanche de février, est peut-être le cœur de toute cette histoire. Non pas une révélation spectaculaire, pas une preuve. Juste une fille qui dit à sa mère que des parties d'elle-même se sont rangées quelque part dont Hélène a plus vraiment la clé. Si vous avez déjà ressenti cela, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit cette impression, dites-moi dans les commentaires où vous écoutez en ce moment. Quelle ville, quelle région, quelle heure il est chez vous. Et si cette histoire vous touche, laissez un JM et partagez-la avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Je continue chaque jour. Je n'ai pas répondu immédiatement à ce qu'elle avait dit. J'y ai appris, dans ma vie d'infirmière et dans ma vie de mère, que les réponses trop rapides aux aveux difficiles ressemblent parfois à une interruption. Les gens qui viennent de dire quelque chose de vrai ont besoin d'1 seconde pour entendre leurs propres mots dans le silence avant qu'on leur en ajoute des autres. Puis j'y ai dit « Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, Noémie, que tu ne sais pas comment me dire ?» Elle a baissé les yeux sur sa tasse. « Non, non, il ne se passe rien. Pas de grande chose, rien de spectaculaire. » Une pause. C'est juste. Tout est très organisé. Et dans cet ordre-là, il n'y a pas beaucoup de place pour l'imprévu. Pour moi, je veux dire. Pour mon imprévu à moi. Tout est très organisé. J'y ai noté cette phrase dans mon carnet le soir même, en soulignant 2 fois. Parce que c'est le genre de formulation qui dit exactement ce qu'elle dit, tout en laissant de la place pour des autres lectures. Une maison très organisée peut vouloir dire qu'on vit avec quelqu'un de méticuleux. Mais quand C est une personne qui parle de organisation de sa propre vie comme un espace dans lequel elle a peu de place, cela veut dire autre chose. Je lui ai demandé si elle se sentait seule. Pas abandonnée, pas malheureuse, juste seule. Elle a réfléchi vraiment. J'y aimais ça chez elle, cette façon de vraiment réfléchir aux questions plutôt que de répondre par réflexe. Je ne suis jamais physiquement seule, a-t-elle dit. Olivier est là, ou des clients sont là, ou quelqu'un de la galerie est là. Il y a toujours quelqu'un. Mais parfois... Elle a cherché ses mots. Parfois, je me sens seule avec les choses que je ne dis pas. Seule avec les choses qu'elle ne dit pas.
J avait 79 ans et J avait eu ma part de choses non dites dans ma vie. Avec Gérard, avec ma propre mère, avec des collègues, avec moi-même dans les mauvaises années. Mais je n'avais jamais eu l'impression que les choses non dites occupaient tellement d'espace qu'il n'en restait plus pour les choses dites. Nous avons parlé encore 1 heure. Elle est repartie vers 11 heures avant qu'Olivier rentre de la galerie. Elle ne l'avait pas dit comme ça. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas rentrer trop tard parce qu'ils avaient prévu de déjeuner ensemble. Mais J avait regardé le heure quand elle avait dit cela, et J avait remarqué qu'elle avait regardé le heure également, et que quelque chose dans la façon dont elle avait fait ressemblait moins à l'anticipation un déjeuner partagé, que au calcul de quelqu'un qui sait à quelle heure espace libre arrête. À la porte, elle m'a embrassée. Vraiment embrassée cette fois, pas le contact mesuré de la visite de janvier. Elle a dit « Merci pour le café, maman ». Puis, tout bas, les lèvres presque dans mon écharpe, « J'avais besoin de ça ». Je lui ai caressé la joue, comme quand elle était petite et qu'elle revenait de l'école avec quelque chose de lourd dans le dos sans le montrer. « Tu peux toujours avoir besoin », j'y ai dit. « C'est pour ça que je suis là ». Elle est partie dans les escaliers. Je suis restée sur le seuil jusqu'à ce que J entende la porte de l'immeuble se refermer en bas. Puis je suis rentrée, J ai refermé ma porte à moi et J ai pleuré un peu. Pas de désespoir. Plutôt de soulagement, parce qu'elle avait parlé, et de peine, parce que ce qu'elle avait dit méritait qu'on en pleure un peu. La semaine suivante, J ai parlé à Henriette de cette visite du dimanche. Henriette a écouté comme toujours, sans interrompre, sans se précipiter vers des conclusions. Quand J a eu fini, elle a dit « Tu sais ce que je pense, Véronique? Ce que tu décris, ce N est pas anodin. Une femme qui dit qu'elle est seule avec les choses qu'elle ne dit pas, est une femme qui a appris que certaines choses ne peuvent pas être dites. Et quand on apprend ça, ce N est pas toujours parce qu'on a choisi le silence. Parfois, c'est parce que les conséquences du bruit ont été assez désagréables pour qu'on préfère le silence. J est dit. Mais elle ne m'a pas dit qu'il lui faisait quelque chose de mal. Henriette a répondu lentement. Il y a beaucoup de choses qui se font sans qu'on ait jamais besoin de lever la main sur quelqu'un. Le contrôle de L, accès aux amis. L, organisation de L, agenda. La présence constante qui crée une absence D, espace. La façon de formuler les choses qui fait qu'une personne finit par douter de ses propres perceptions. Ces choses-là ne laissent pas de marque visible. Mais elles transforment la personne qui les subit. Progressivement. Silencieusement. Elle a marqué une pause. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je dis que ce que tu observes mérite d'être pris au sérieux. Et je dis que ta fille, en venant chez toi ce dimanche matin, t'a dit quelque chose d'important. Pas ce qu'on raconte à une mère quand tout va bien. Ce que j'y ai fait les jours suivants, c'est ce que j'y aurais voulu avoir commencé à faire plus tôt. J'y ai sorti mon carnet et j'y ai relu toutes mes observations depuis janvier. Et j'y ai commencé à y ajouter une colonne que je n'avais pas eu l'idée d'avoir jusqu'alors, les moments où Noémie avait semblé libre. Les moments dans nos conversations où sa voix avait retrouvé quelque chose de spontané. Les moments où elle avait dit quelque chose qui, avait pas l'air d'être passé par un filtre. Ces moments-là étaient presque tous les mêmes. Ils se produisaient quand Olivier était pas là, quand elle appelait en fin de matinée depuis chez elle pendant qu'il était à la galerie, quand elle était venue ce dimanche avec une matinée libre. J avait devant moi, dans ce carnet vert, la géographie de espace dont elle disposait pour être elle-même. Et cet espace avait des frontières très précises. Je ne suis pas quelqu'un qui agit par impulsion. J avait passé 31 ans dans un métier où une décision hâtive pouvait avoir des conséquences que l'urgence ne prévoyait pas. J avait appris à distinguer action juste de action rapide. Elles ne sont pas toujours la même chose, mais je commençais à sentir que l'observation seule ne suffirait bientôt plus. Pas parce que le danger était immédiat et spectaculaire, parce que le temps, dans les situations de ce type, ne joue pas toujours en faveur de la personne qui attend d'être prête. Permettez-moi de reprendre mon souffle ici. Parce que ce que je viens de partager avec vous, la géographie du silence, espace qui se rétrécit autour d'une personne qu'on aime, est quelque chose que beaucoup de familles vivent sans avoir les mots pour le décrire.
et sans les mots, il est très difficile de décider quoi faire. Si vous êtes encore avec moi, merci. Dites-moi dans les commentaires quelle heure il est là où vous êtes. Est-ce que c'est le matin, après-midi, le soir, le milieu de la nuit? Je lis ces commentaires comme des cartes postales de gens que je ne rencontrerai peut-être jamais, mais qui comptent quand même. Laissez un JM si cette histoire vous aide à penser. Et abonnez-vous pour rester, parce que demain il y a une autre histoire, et elle mérite d'être entendue aussi. Un jeudi de mars, Henriette est venue comme d'habitude. Elle avait apporté des gaufres de Liège dans un sac en papier, les vrais, celles du boulanger de la rue Féronstrée, avec le sucre perlé qui craque sous la dent. Nous les avons mangées debout dans la cuisine parce que le café était encore trop chaud pour s'asseoir calmement. Et c'est debout dans ma cuisine que J ai dit à Henriette ce que je n'avais pas encore formulé à voix haute. Je crois que je dois faire quelque chose. Pas quelque chose de brusque, rien qui la mette en danger, mais quelque chose qui lui montre que si elle a besoin de partir, elle peut partir, qu'il y a une préparation possible, qu'elle n'a pas à partir les mains vides dans le froid si la nuit arrive. Henriette a posé sa gaufre sur le bord de l'évier. Elle aime à regarder sérieusement. Tu penses à quoi? Je pense que je vais mettre de côté de argent liquide. Une somme raisonnable, pas énorme, mais suffisante, dans une enveloppe dans mon tiroir. Si elle arrive un soir sans sac et sans rien, elle a de quoi respirer les premiers jours. Je pense aussi que je vais vérifier que J ait une chambre prête. Pas spécialement pour elle, c'est déjà la chambre d'amis. Mais la garder libre? Disponible? Henriette a hoché la tête lentement. Et tu penses à lui parler de ça? Pas encore, pas directement. Je ne veux pas l'effrayer ni lui mettre une pression qu'elle ne peut pas gérer là où elle en est. Mais je veux que les choses soient prêtes. Henriette a dit « C'est sage, Véronique, et je peux te dire quelque chose d'autre qui pourrait l'aider si jamais. » J ai dit « Dis. » Il existe des associations, des lignes d'écoute, des endroits où les gens qui se retrouvent dans des situations de contrôle, de dépendance émotionnelle, d'isolement progressif, peuvent parler à quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui connaît ces schémas, qui peut les nommer, qui peut aider à réfléchir aux prochaines étapes de façon sûre. Pas la police, pas le tribunal, des gens qui comprennent la nuance. Elle a ajouté « Si un jour Noémie veut quelqu'un à qui parler, qui ne soit pas sa mère, et même si elle aime sa mère, avoir une mère qui écoute haine est pas toujours suffisant pour démêler ce type de situation, il faudrait qu'elle puisse trouver cette ressource-là facilement. » J avait noté cela également dans mon carnet vert. Le soir, J avait fait quelques recherches. Des organisations qui accompagnent les femmes en situation de dépendance émotionnelle ou de contrôle dans le couple existaient. Des numéros, des adresses, des pages discrètes sur Internet. Je n'allais pas les donner à Noémie sans qu'elle les demande, mais je savais où elles étaient si elle en avait besoin. C'est cela, J allait apprendre que on appelle être prête sans être pressée, avoir les ressources disponibles sans les imposer, tenir espace ouvert sans y pousser quelqu'un qui n'est pas encore prête à y entrer. En mars, quelque chose a changé dans nos communications. Noémie a commencé à envoyer de petits messages par écrit. Des messages courts, pas des révélations, mais des messages qui, n'existaient pas avant. Une photo un bouquet qu'elle avait acheté au marché. La couverture d'un livre qu'elle avait commencé. Un message qui disait simplement « J ai fait de la soupe aux poireaux ce soir et elle était vraiment bonne. » Des petites choses. Des preuves de vie ordinaire qu'elle commençait à me transmettre. Je répondais toujours, jamais avec des questions, avec des réponses simples qui maintenaient le fil sans tirer dessus. Elle est belle cette couverture. De quoi ça parle? Ou la soupe aux poireaux de ta grand-mère était la meilleure du monde. Un jour je t'apprends la recette exacte. Des fils, minces, mais réels. Et puis, un soir de la mi-mars, un vendredi, J ait reçu un message qui était différent. Il arrivait à 22h30. Olivier et elle avaient dîné en ville avec des clients de la galerie. LM avait dit ça en début de semaine. Le message disait « Maman, tu dors ?» J ai répondu immédiatement « Non, je suis là. » Elle a écrit « Il s'est passé quelque chose ce soir, pas grave, mais je n'arrive pas à dormir. » J ai écrit «
Tu veux qu'on se parle? Elle a répondu, demain peut-être. Ce soir, je voulais juste savoir que tu étais là. J'y ai écrit, je suis là, je serai là demain, et tous les jours après. Elle a répondu avec un petit cœur, juste ça. Un petit cœur à 22h30, un vendredi de mars. Je n'ai pas dormi bien cette nuit-là. Pas d'angoisse. Plutôt cet état de veille active qu'on a quand on attend quelque chose sans savoir exactement sa forme. J avait une fille qui, à 22h30, envoyait un message à sa mère pour vérifier qu'elle était là. Il s'était passé quelque chose ce soir. Pas grave, elle avait dit. Mais pas grave, dit par quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, est une formule qui mérite attention. Le lendemain matin, elle m'a appelé. Olivier était reparti à la galerie malgré le samedi. Une livraison exceptionnelle, avait-elle dit. Sa voix avait quelque chose de plus proche qu'à l'habitude, comme si une couche de quelque chose était retirée. Elle m'a dit ce qui s'était passé, rien de spectaculaire. Lors du dîner, une cliente avait demandé à Noémie ce qu'elle pensait d'un tableau particulier, sa propre opinion, pas celle de la galerie. Noémie avait commencé à répondre avec enthousiasme. Elle avait quelque chose à dire sur ce tableau, quelque chose de personnel et d'intéressant. Elle en parlait avec une vivacité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Et puis Olivier avait répondu à sa place, calmement, avec compétence. Il avait donné son avis sur le tableau, un avis informé et développé, et la conversation avait continué sur sa lancée à lui. Noémie avait plus parlé de ce tableau le reste de la soirée. Ce n'était pas un incident, pas une dispute, pas une scène. Était une fraction de seconde dans laquelle sa voix avait été remplacée par une autre voix, et personne autour de la table ne l'avait remarqué, ni même peut-être lui. Mais elle l'avait remarqué. Et cette nuit-là, en rentrant, dans leur appartement silencieux et impeccable, elle avait réalisé qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait terminé une phrase à elle dans une conversation qui comptait. « Maman, elle m'a dit au téléphone ce samedi matin, « C'est ça le problème. C'est tout le temps comme ça. Et moi je me suis habituée à ne pas finir mes phrases, comme si mes pensées à moi étaient moins importantes que le calme de la soirée. » J pris une grande respiration. J dit avec soin, « Ce que tu décris, ça a un nom, Noémie. Ce est pas une exagération. Ce est pas de la sensibilité excessive. C'est une vraie chose qui arrive dans certains couples, où progressivement, une personne prend plus de place que l'autre, sans que l'autre sache exactement à quel moment ça a commencé. » Elle a dit très doucement, « Alors je ne suis pas folle. » Ces 4 mots-là, je les ai écrits en grand dans mon carnet vert ce soir. Pas parce qu'ils étaient révélateurs d'un diagnostic, parce qu'ils révélaient quelque chose que J aurait dû voir bien plus tôt. Ma fille avait commencé à douter de sa propre perception de la réalité. Et quand une personne commence à douter de ce qu'elle perçoit elle-même, et que quelque chose autour d'elle a travaillé à elle en faire douter. « Tu n'es pas folle », j'ai dit. « Tu es quelqu'un qui a très longtemps fait confiance à l'interprétation des choses que lui donnait une autre personne. Et tu commences à vouloir faire confiance à la tienne. Ce est pas de la folie, est du réveil. » Encore une fois, je précise, parce que cela me semble important pour ceux qui écoutent, je ne suis pas thérapeute, je ne pose pas de diagnostic. Ce que je partageais avec Noémie ce samedi matin était de la sagesse de mère, pas de la science clinique. Et pour cela que J avait aussi dit, avant la fin de cette conversation, il y a des gens qui peuvent t'aider mieux que moi à démêler tout ça, des professionnels qui connaissent ces situations. Tu n'as pas à porter ça seul et tu n'as pas à compter uniquement sur ma vieille tête pour savoir quoi faire. Hélène n'avait pas répondu à cela directement. Elle avait dit qu'elle réfléchirait. Et nous avions raccroché avec quelque chose de différent dans l'air entre nous. Quelque chose qui ressemblait au début d'une vérité partagée plutôt qu'à une vérité gardée en silence. Le cache-colle bleu nuit était toujours sur la chaise à côté du fauteuil dans ma chambre. Je l'avais regardé ce soir-là en me couchant. Il était là depuis janvier, présence tranquille, et je lui avais presque attribué une signification que je n'aurais pas su expliquer rationnellement. Il représentait quelque chose pour moi. La promesse que j'y avais faite sans la formuler. La porte que j'y avais décidé de garder ouverte. Je ai pris dans mes mains, ce soir-là. Je ai tenu un moment.
et j'y ai pensé à toutes les mères qui, dans un appartement quelque part, dans cette ville ou dans une autre, tenaient aussi quelque chose dans leurs mains en se demandant si elles avaient bien entendu ce que leur fille leur avait dit, si elles avaient bien compris, si elles avaient le droit d'être inquiètes ou si elles allaient trop loin. Je veux leur dire ceci, à ces mères. Faire attention n'est pas aller trop loin. Documenter ce qu'on observe, non, et pas de la paranoïa. Préparer un espace, garder une porte ouverte, avoir une enveloppe dans un tiroir, apprendre ou trouver de l'aide, tout cela non, et pas de l'ingérence. C'est et de l'amour qui a appris à être utile. Avant de vous dire ce que J ai fait ensuite, J ai besoin de vous dire ceci. Si vous êtes en train d'écouter cette histoire et que vous reconnaissez la situation de Noémie dans la vie de quelqu'un que vous aimez ou dans votre propre vie, ne portez pas cela seul. Il existe des personnes qualifiées qui comprennent ces situations, des associations d'écoute, des professionnels de l'accompagnement familial. Une histoire peut donner du courage, mais la vraie vie mérite un vrai soutien. Si quelqu'un dans votre entourage traverse quelque chose de silencieux, partagez cette histoire avec lui ce soir. Laissez un JM si ces mots mettent un nom sur quelque chose. Abonnez-vous pour rester. Et dites-moi dans les commentaires dès où vous écoutez. La semaine suivante, J ait fait une chose dont J aurait dû avoir elle idée avant. J ait appelé Laurence, la cousine de Noémie. Laurence a 38 ans. Elle est directrice d'une école primaire à Namur. C est quelqu'un de direct et de bienveillant à la fois. Elle et Noémie avaient été proches dans leur enfance, très proches, le genre de cousine qui partage des secrets sous les couvertures pendant les vacances d'été. Je lui avais dit simplement, sans drama, sans détails alarmants, « Laurence, j'ai l'impression que Noémie se sent un peu isolée. Tu ne l'as pas vue depuis longtemps. Si tu peux lui proposer quelque chose de simple, sans pression, juste un café ou un déjeuner, je crois que ça lui ferait du bien. » Laurence avait dit, « Tante Véronique, vous savez que J ai essayé plusieurs fois. Elle annule toujours à la dernière minute. Je sais. Essaie encore. Et si elle annule, réessaie. Ne disparais pas. » Laurence avait dit, « Je comprends. » Et dans sa voix, J avait entendu qu'elle comprenait peut-être plus que ce que J avait dit. 2 semaines plus tard, Laurence avait réussi à voir Noémie. Elles avaient déjeuné ensemble dans un restaurant du centre de Liège. Un déjeuner rapide entre 2 obligations. Laurence M avait rappelé le soir même. « Elle va, tante Véronique. Mais vous aviez raison. Hélène n'est plus tout à fait la même qu'avant. Elle parlait beaucoup de la galerie, de ce qu'Olivier pense de ceci, de ce qu'Olivier préfère en matière de cela. Et quand je lui ai demandé ce elle, voulait faire cet été, elle a regardé sa montre et dit qu'elle devait rentrer. » Laurence a ajouté « Je vais continuer à la voir. Régulièrement, je ne lâche pas. » J avait dit merci avec une sincérité que les mots suffisent rarement à contenir. Parce que c'est cela aussi que J apprenait dans ces mois de février et de mars. Que une mère seule ne suffit pas à rouvrir l'espace qui est refermé autour d'une personne. Il faut plusieurs personnes, plusieurs fils, plusieurs portes, plusieurs voix qui disent chacune à leur façon « Nous sommes là, tu existes en dehors de cet appartement. Ta présence a de la valeur pour nous, indépendamment de ce que tu représentes dans cette vie-là. » C était une toile, discrète, patiente, pas un filet pour attraper quelqu'un, un réseau pour accueillir quelqu'un si elle en avait besoin. Et pendant ce temps, dans mon carnet vert, les pages continuèrent de se remplir. Le printemps est arrivé sur les quais de Liège avec sa façon habituelle de rendre les choses moins lourdes. Les arbres le long de la Meuse ont repris leurs feuilles, le marché de la Batte-S est rempli de monde le samedi matin, et la lumière a recommencé à entrer dans mon appartement par la fenêtre de la cuisine à une heure raisonnable. Mais dans ma vie, quelque chose avait commencé à se tendre de nouveau. Noémie M avait moins appelé en avril, pas de façon dramatique. Mais les messages du matin avaient diminué, les petites photos avaient cessé, et quand J avait proposé qu'elle vienne prendre le café un dimanche, elle avait dit qu'ils avaient des choses de prévues avec la galerie. J avait dit, bien sûr. J avait noté dans le carnet. Laurence M avait dit que le déjeuner de mars restait pour elle l'instant leur seul moment.
Noémie avait proposé vaguement un autre déjeuner, mais sans date précise. Laurence attendait. Et puis, un jeudi matin, Henriette est arrivée avec ses gaufres habituels et quelque chose dans son regard que je connaissais bien. Le regard qu'elle prenait quand elle avait quelque chose de difficile à dire et qu'elle cherchait le bon endroit dans la conversation pour le poser. J est attendu qu'elle s'assoie. J est versé le café. Elle a commencé par manger la moitié une gaufre. Puis elle a dit « Véronique, je dois te dire quelque chose. Pas en tant qu'amie D à bord, en tant qu'ancienne assistante sociale qui a vu ce genre de choses souvent. » Dis. Ce que tu observes depuis janvier, la phrase dans le couloir, les appels qui diminuent, elle, espace qui se réduit, la façon dont Noémie parle de sa vie, tout ça ensemble forme un tableau que je reconnaîtrai les yeux fermés. Et ce tableau-là a tendance à aggraver quand la personne qui le subit commence à vouloir en sortir. Parce que le contrôle intensifie précisément quand il sent qu'il risque de perdre son efficacité. Elle a posé sa tasse. Tu m'as dit que Noémie avait commencé à te parler plus librement, qu'elle avait vu Laurence, qu'elle envoyait des messages. Toutes ces choses, elles sont importantes et bonnes, mais elles sont aussi des signes que quelque chose en elle est en train de bouger. Et quand quelque chose bouge dans ce type de situation, l'atmosphère à la maison peut changer. Je n'avais pas répondu immédiatement. J'y avais pensé à la diminution des appels en avril. J'y avais pensé au fait qu'elle n'était pas venue le dimanche proposé. Tu crois qu'il se passe quelque chose? J'y ai dit. Je crois que tu dois lui dire clairement, pas en métaphore, pas en carte postale, clairement que tu es prête, que tu as de la place chez toi, que tu as de l'argent de côté, que si elle a besoin de partir, elle peut partir vers toi et que tu t'occupes du reste après. Pas dans un message, pas dans un appel qui pourrait être entendu, dans un moment à deux, en face à face, seul. J'y avais dit, et si cette conversation elle-même la met en danger? Henriette avait dit, c'est pour ça que tu dois choisir soigneusement le moment. Un moment où tu sais qu'il n'est pas là, où elle est seule, où la conversation peut se tenir sans risque. J avait demandé à Henriette quelque chose qui me pesait depuis longtemps. Est-ce que je surréagis? Est-ce que c'est possible que j'invente tout ça parce que je m'inquiète trop pour elle depuis la mort de son père? Henriette avait répondu sans hésitation. Véronique, une femme de 34 ans ne dit pas à sa mère de lui ouvrir la porte sans manteau en pleine nuit parce que sa mère est anxieuse. Cette phrase-là, elle est sortie de quelqu'un qui avait besoin de l'aile envoyée quelque part de sûr. Et tu étais elle endroit sûr. Cette réponse-là, avait permis de continuer. J avait choisi un matin de la fin avril, un lundi, où J avait appelé Noémie en sachant qu'Olivier était à une vente aux enchères à Anvers pour la journée. Il me l'avait mentionné lui-même lors d'un bref échange téléphonique en mars, où il avait passé Noémie. Cette vente, il en avait parlé comme un engagement important. Plusieurs heures de route, une journée entière. J avait appelé Noémie à 10 heures. Elle avait répondu à la deuxième sonnerie. « Maman, tu es seule ?» Un silence. Puis « Oui ?» Pourquoi? Parce que J ait besoin de te dire quelque chose en face à face. Est-ce que tu peux venir ce matin? Juste quelques heures. Une hésitation. Puis « Oui, je viens. » Elle était arrivée à 10h50. Manteau rouge cette fois. Quelque chose de plus vif que d'habitude. Elle avait l'air à la fois appréhensive et soulagée d'être là. Cette combinaison particulière qu'on a quand on va vers quelque chose qu'on attendait, mais qu'on craignait aussi. Je lui avais fait asseoir à la table de la cuisine. Pas dans le salon avec les beaux fauteuils et les distances polies. À la table de la cuisine, là où on parle vraiment. Je lui avais dit, clairement, calmement, les deux mains à plat sur la table et les yeux dans les siens. « Noémie, je veux que tu saches quelque chose. Il y a dans le tiroir du bas de ma commode une enveloppe avec de l'argent. Pas une fortune. Suffisamment pour que tu puisses respirer plusieurs semaines si tu en as besoin. La chambre d'amis est libre, propre, prête. Ta clé de chez moi est accrochée à sa place habituelle dans l'entrée et je n'enlèverai jamais ce double. Si tu arrives ici un soir, une nuit, importe quand, tu entres, tu vas dans cette chambre et nous parlons quand tu es prête. Pas avant. » Je m'étais arrêtée. Je lui avais laissé le temps d'entendre. «
Et si tu as besoin de parler à quelqu'un de qualifié, quelqu'un qui connaît ce genre de situation mieux que moi, J ai des noms, des numéros, des adresses. Pas parce que je pense que ta situation est irréparable. Parce que ces gens peuvent t'aider à y voir plus clair que ta vieille mère qui t'aime trop pour être toujours objective. Noémie me regardait. Ses yeux étaient secs mais brillants. Elle n'avait pas dit un mot depuis que j'avais commencé. J avait ajouté, tout doucement, « Je ne te demande pas de me raconter quoi que ce soit. Je ne te demande pas de décider quoi que ce soit. Je te dis seulement que tu as un endroit. Que cet endroit sera là le temps qu'il faudra. Et que moi, je serai là aussi. » Elle avait baissé les yeux sur la table. Et puis elle avait dit, une voix petite et ferme en même temps, « Je sais que tu as entendu ce que je t'ai dit dans le couloir en janvier. Oui. J'y avais peur que tu l'oublies, ou que tu décides que tu avais mal compris. Je n'oublie pas les choses que ma fille me dit avec les mains qui tremblent. » Elle avait levé les yeux. « Mes mains tremblaient ? Oui. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je sais que c'est lourd, mais je vous promets que ce que je le raconte pour que quelqu'un là-bas trouve le courage qu'il cherche. Si vous reconnaissez dans cette histoire une situation que vous vivez ou que vous observez chez quelqu'un que vous aimez, sachez qu'il existe des ressources, des professionnels qui accompagnent ces situations. Une histoire peut donner du courage, mais la vraie vie mérite un vrai soutien de personnes qualifiées. Laissez un JM si ces mots mettent quelque chose en lumière pour vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là. Et dites-moi dans les commentaires dès où vous écoutez ce soir. Nous avions parlé encore 2 heures ce matin-là. Pas tout. Pas les grandes révélations d'un coup. Noémie n'était pas encore prête à tout nommer. Mais elle avait commencé à dire des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute. Elle avait dit qu'il y avait des règles dans cet appartement. Pas des règles écrites. Des règles implicites qui s'étaient installées progressivement et dont elle avait appris les contours à force de conséquences discrètes. La façon dont une soirée devenait silencieuse quand elle avait passé trop de temps au téléphone. La façon dont un commentaire pouvait être suivi d'un regard qui durait exactement assez longtemps pour qu'elle comprenne qu'elle avait dit quelque chose de travers. La façon dont ces sorties seules étaient toujours possibles en théorie et toujours légèrement compliquées en pratique. Rien de spectaculaire. Rien qui se raconterait facilement. Rien qui ressemblerait à grand-chose pour quelqu'un qui n'avait pas vécu de l'intérieur. Mais pour elle, de l'intérieur, C était une structure qui avait fini par occuper tout l'espace disponible. Elle avait dit aussi quelque chose qui m'avait arrêté. Je me suis dit souvent que J exagérait, que je cherchais des problèmes là où il n'y en avait pas, que les autres femmes avaient des maris qui les frappaient ou les humiliaient, et que moi je n'avais pas le droit de me plaindre parce que tout était poli, propre, rangé. J avait dit « La souffrance ne se mesure pas à la visibilité des marques. Ce que tu décris mérite d'être pris au sérieux. Non pas parce que c'est la pire chose qui soit arrivée à quelqu'un, mais parce que c'est ta vie. Et ta vie mérite de elle espace. » Elle avait dit « Oui ». Un seul mot, mais prononcé comme une décision. J avait sorti le carnet vert. Pas pour le lui montrer en entier, juste pour lui dire qu'il existait. Que depuis janvier, je notais les choses que j'observais, les dates, les conversations, les détails. Elle avait regardé le carnet avec une expression que je n'oublierai pas. Quelqu'un qui réalise que quelqu'un d'autre elle a vu, vraiment vu, pendant tout ce temps où elle pensait être invisible. « Tu as tout noté là-dedans ?» elle a dit. « Tout ce que j'ai pu. » Depuis janvier ? Depuis plus longtemps que ça en réalité, mais de façon organisée depuis janvier. Elle avait tendu la main vers le carnet, puis elle l'avait retiré. « Je ne suis pas sûre d'être prête à lire. Tu le liras quand tu seras prête. Il ne va nulle part. » Avant qu'elle parte ce matin-là, je lui avais aussi parlé d'Henriette. Pas en détail. Juste pour lui dire qu'il y avait une personne dans ma vie qui avait de l'expérience avec ces situations, qui pouvait peut-être l'aider à trouver le bon professionnel à consulter si elle le souhaitait. Noémie n'avait pas dit oui tout de suite, mais elle n'avait pas dit non. Et à la porte, cette fois, elle s'était retournée avant de partir. Elle avait regardé l'appartement, mon appartement, avec ses vieilles lampes et ses tapis usés et sa bibliothèque pas rangée par hauteur, mais par affection. Elle avait dit « Il ne ressemble à aucun autre endroit, ton appartement. » J avait dit « Non. C'est pour ça que je peux respirer ici. » Elle était partie.
Et moi j'étais restée dans mon appartement qui ne ressemblait à aucun autre, et j'avais tenu le cache-colle bleu nuit dans mes mains, encore une fois, parce que c'est était devenu ma façon à moi de me tenir à ce qui importait. Les semaines suivantes ont été une sorte de entre-deux. Noémie ne partait pas. Elle ne prenait pas de grandes décisions visibles, mais les contacts reprenaient, doucement, plus souvent qu'en avril. Elle avait rappelé Laurence. Elle avait accepté de rencontrer une conseillère recommandée par Henriette, une femme qui travaillait avec des personnes en situation de dépendance émotionnelle dans le couple, une professionnelle douce et expérimentée à qui Noémie avait parlé d'abord une fois, puis deux, puis régulièrement. Je ne savais pas ce qu'elle lui disait. Ce N n'était pas mon espace. C était le sien. Et C est exactement là qu'il devait être. Ce que je savais, c'est qu'un soir de mai, Noémie M avait appelé à 20h. Olivier était à une réunion professionnelle. Elle avait dit « Maman, J ait pris rendez-vous avec quelqu'un, une avocate spécialisée en droit de la famille, juste pour comprendre mes options, juste pour savoir. » J avait dit « C'est bien, Noémie. J'y ai peur. C'est normal. La peur et le courage occupent souvent le même espace. » Elle avait ri. Ce rire bref et vrai que J avait entendu en janvier au téléphone. « Dès où tu tires ça ?» De 31 ans à tenir la main de gens qui avaient peur de ce qu'ils devaient entendre. Ce soir-là, après avoir raccroché, J avait ouvert le carnet vert à une nouvelle page. J avait écrit « Elle sait où elle va. Elle ne sait pas encore comment, mais elle sait. » Et en dessous, J avait ajouté une note pour moi-même que je veux partager avec vous. La chose la plus utile que J ait faite dans toute cette histoire, elle n'était ni la carte postale, ni le carnet, ni l'enveloppe dans le tiroir, ni les appels à Laurence, ni la conversation avec Henriette. La chose la plus utile avait été de ne pas douter de ce que J avait entendu le soir de janvier dans un couloir, une main dans la mienne et une voix qui tremblait à peine. Faire confiance à ce qu'on perçoit est parfois le premier acte de protection qu'une mère peut offrir à sa fille. Le mois de juin est arrivé comme il arrive toujours à Liège, avec une lumière qui change la couleur du fleuve et donne aux pierres de la ville une teinte presque dorée en fin de journée. Les terrasses se remplissent sur les quais, les gens marchent plus lentement. Et l'air du soir porte cette odeur particulière de printemps qui devient été, quelque chose de herbeux et de tiède, qui rappelle les étés d'enfance sans qu'on sache exactement pourquoi. J avait 79 ans et J aimait encore les étés. C est une grâce que je ne prenais plus pour acquise. Noémie avait vu l'avocate 2 fois en mai. Elle avait continué ses séances avec la conseillère recommandée par Henriette. Elle ne me racontait pas tout et je ne le lui demandais pas. Ce qui m'importait, c'est qu'elle avançait dans un espace qui lui appartenait, avec des outils qui n'étaient pas uniquement les miens, et qu'elle avançait de son propre pas, pas du mien. La grande décision est venue un mardi matin de la première semaine de juin. Elle a appelé à 9h30. Sa voix avait quelque chose que je n'avais pas entendu depuis très longtemps. Pas de la légèreté exactement. Quelque chose de plus solide que la légèreté. Quelque chose de posé. « Maman, je lui ai parlé hier soir. J ai dit « Comment ça s'est passé ?» Il a d'abord nié. Ensuite, il a dit que J exagérait. Ensuite, il a dit que J avait toujours été trop sensible. Ensuite, il a pleuré. Une pause. C était exactement ce que la conseillère M avait dit que ça se passerait, étape par étape, comme elle me l'avait décrit. J ai attendu. Je lui ai dit que J avait besoin de prendre de la distance, que je partais quelque temps chez toi. Il a dit que si je partais, C était terminé. J ai dit que je comprenais, et je suis allée faire une valise. Une valise. Pas sans manteau, pas sans sac, pas dans le froid de la nuit. Une valise, un mardi matin de juin, avec le soleil sur les toits du quai. « Tu es où là ?» j'ai dit. « Dans le tram. J'y arrive dans 20 minutes. » J ai posé le téléphone sur la table. Je me suis levée. J ai fait du café. J ai mis les belles tasses en porcelaine. J ai ouvert la fenêtre de la cuisine pour que LR entre. Et J ai pris le cache-colle bleu nuit sur la chaise à côté du fauteuil dans ma chambre. Je l'ai tenu un instant dans les mains et je l'ai posé sur la table de la cuisine, là, entre les 2 tasses. Pas comme une relique. Comme un objet qui avait fait le chemin depuis janvier jusqu'à ce matin de juin et qui méritait d'être là quand elle arriverait.
Quand j'ai entendu la sonnerie en bas, je suis allé appuyer sur le bouton d'ouverture sans même vérifier qui c'était. Parce que je savais qui c'était, et parce qu'il n'était pas question que cette porte mette une seule seconde de plus que nécessaire à s'ouvrir. Elle est montée avec sa valise, une valise de taille moyenne, bordeaux, à roulettes. Elle était habillée simplement, jean et pull léger, les cheveux lâchés. Elle avait l'air fatiguée de la façon dont on est fatigué après une chose difficile qu'on a enfin faite, cette fatigue qui n'est pas de l'épuisement, mais du relâchement. Parler à quelqu'un de confiance. Pas pour déclencher une action immédiate. Pour ne pas porter seul un poids que la solitude rend plus lourd qu'il ne doit l'être. Et si vous êtes la personne qu'on observe avec inquiétude, si vous êtes celle qui reçoit les cartes postales et qui se demande si quelqu'un a entendu ce qu'elle ne sait pas encore dire à voix haute, sachez ceci. Les portes qui restent ouvertes ne sont pas ouvertes par hasard. Elles sont ouvertes par des gens qui ont choisi de croire ce qu'ils ont perçu, même sans certitude, même avec peur, même sans savoir ce qui arrivera. En septembre, Noémie avait terminé d'installer son appartement. Elle avait peint les murs du salon D une couleur qu'elle appelait blanc cassé qui tire vers le sable, quelque chose de chaud et de propre. Elle avait mis ses livres sur des étagères organisées, non pas par hauteur, mais par affinité, parce que les livres lui évoquaient les uns auprès des autres. Elle avait une petite table ronde près de la fenêtre de la cuisine avec 2 chaises, et elle avait dit qu'elle aimait prendre son café du matin là, dans la lumière du matin, seule, sans rien à vérifier. Seule. Elle utilisait ce mot autrement maintenant. Pas comme une perte, mais comme une possession. Elle avait repris contact avec des anciennes amies. Elle avait rejoint un club de lecture dans le quartier, quelque chose qu'elle avait voulu faire depuis des années sans jamais y être allée. Elle avait rappelé son ancienne patronne de l'agence de communication, pas pour reprendre un poste, pas encore, mais pour voir, pour garder le fil, pour ne pas fermer la porte de ce qu'elle avait été avant. Elle voyait encore la conseillère, régulièrement. Ces séances, elle, aidaient à comprendre comment elle en était arrivée là, pas pour chercher des coupables dans son passé, mais pour comprendre les dynamiques qui l'avaient rendue vulnérable à une situation de ce type, pour apprendre à reconnaître les schémas de loin, pour construire une façon d'être dans ses relations qui lui appartiennent vraiment. Je ne lui posais pas de questions sur ces séances. Ce qu'elle choisissait de partager avec moi, je l'accueillais. Ce qu'elle gardait pour elle, j'y en respectais la frontière. J'y avais appris dans ces mois que l'amour qui respecte les frontières est un amour plus utile que l'amour qui les traverse au nom de la bienveillance. Un dimanche d'octobre, nous sommes allés au marché de la Batte ensemble. Comme avant, un samedi matin d'octobre avec un ciel gris propre et l'odeur du fleuve dans l'air. Nous avons marché lentement. Nous avons acheté des fromages, des poires de saison, des chrysanthèmes Bordeaux pour ma fenêtre. Nous avons bu un café debout chez le marchand qui a un comptoir en zinc et des tabourets hauts. Et elle a dit quelque chose entre 2 gorgées de café en regardant les gens passer sur le quai. Je me souviens de la dernière fois qu'on est venus ici ensemble, il y a 2 ans au moins. Je me souviens que J avait dit à Olivier qu'on avait fait le marché et qu'il avait dit que J aurait dû, elle, en informer avant parce qu'il avait prévu quelque chose pour ce matin-là. Et étais excusée. Elle a regardé le café dans sa tasse. Étais excusée d'être allée au marché avec ma mère. Elle a levé les yeux vers le fleuve. Je ne savais même plus que c'était étrange. J'y ai dit, maintenant tu le sais. Maintenant, je le sais. Nous avons fini nos cafés. Nous avons continué le marché. Et à un moment, entre un étal de légumes d'automne et un marchand de vieux livres, elle a glissé sa main dans la mienne, comme quand elle était petite et qu'on marchait ensemble et qu'elle voulait rester à portée sans le dire. J ai tenu sa main. Nous avons marché comme ça un long moment, sans rien dire, dans le bruit du marché et LRD octobre. C'est et ça est, je pensais. C'est est exactement ça. Pas le grand discours. Pas la scène de réconciliation spectaculaire. Juste une main dans une main, un matin de marché, avec le temps devant nous. Je veux vous dire quelque chose avant de finir. Quelque chose que J ai mis longtemps à comprendre et que je veux vous offrir parce que peut-être que vous en avez besoin ce soir, vous qui écoutez depuis le début. J est 79 ans. J a perdu un mari,
J est élevé seul les dernières années de l'enfance de ma fille. J est travaillé 31 ans dans un service de médecine interne. J est vu des gens traverser des choses pour lesquelles il n'en existe pas de mots simples. Et dans tout ça, la leçon la plus difficile et la plus précieuse que J ait apprise, c'est et celle-ci. Être présent pour quelqu'un se haine et pas résoudre ses problèmes. C'est et tenir espace pendant qu'il les résout lui-même. C'est et garder la porte ouverte sans imposer. C'est et croire ce qu'on perçoit même quand personne des autres ne le valide encore. C'est et noter les petites choses parce que les petites choses sont souvent les seules honnêtes. C'est et chercher de l'aide sans prétendre avoir toutes les réponses. C'est et savoir que faire attention est pas de la paranoïa, mais parfois la forme la plus concrète que prend amour. Et c'est est aussi savoir que la situation la plus difficile à nommer est pas toujours celle qui crie. Parfois la plus difficile est celle qui se tait très bien. Celle qui a LRD une belle vie depuis l'extérieur. Celle pour laquelle les gens disent « il est si poli, si cultivé, on ne peut pas dire ». Parce que ces situations-là, elles ne se révèlent pas elles-mêmes. Elles se révèlent à la personne qui a décidé de regarder vraiment, pas par curiosité, mais par amour. Si vous êtes une mère qui a, impression que quelque chose ne va pas chez quelqu'un qu'elle aime et que tout le monde autour d'elle lui dit qu'elle exagère, ne cessez pas de regarder. Cherchez quelqu'un de qualifié avec qui vérifier vos observations. Continuez à noter. Continuez à tenir la porte ouverte. Ne disparaissez pas parce que c'est compliqué. Si vous êtes quelqu'un qui se reconnaît dans le portrait de Noémie, quelqu'un qui a perdu, accès à ses propres décisions, à ses propres phrases, à ses propres matins, sachez que ce que vous vivez mérite d'être pris au sérieux, même si personne autour de vous ne le voit. Que douter de vos perceptions est souvent un signe que quelqu'un a travaillé à vous en faire douter. Que demander de aide est pas une faiblesse, mais acte le plus courageux qui soit. Et que quelque part, dans la vraie vie comme dans cette histoire, il y a quelqu'un avec une enveloppe dans un tiroir et une chambre propre et une porte qui ne se ferme jamais vraiment. Le cache-colle bleu nuit est toujours dans mon appartement. Noémie me l'a laissé. Elle m'a dit qu'elle voulait que je le garde parce qu'il représentait quelque chose pour nous deux maintenant. Quelque chose qui avait commencé comme une promesse de l'ajuster et qui était devenu autre chose en chemin. Je lui avais dit que je le garderais sur la chaise à côté du fauteuil dans ma chambre, là où je mets les choses importantes pour les voir en me réveillant. Il est là ce matin. Dans la lumière de décembre qui entre par la fenêtre de ma chambre, cette lumière blanche et propre de l'hiver à Liège qui fait ressortir les couleurs des objets, il est là, bleu nuit, doux, inutile comme tous les objets auxquels on tient, et précieux exactement pour cette raison. Il ne représente plus l'inquiétude du mois de janvier. Il représente autre chose. Il représente un couloir et une main tremblante et une phrase qui a traversé des mois pour devenir une valise Bordeaux et un appartement aux murs couleur sable et une main dans une main sur le marché de la Batte en octobre. Il représente ce que l'amour devient quand il apprend à écouter avant de parler. Avant de vous dire au revoir pour aujourd'hui, je veux prendre le temps de vous remercier vraiment. Vous êtes restés avec moi du début à la fin. Vous avez écouté une vieille femme raconter une histoire difficile avec des mots qui cherchaient à être honnêtes. Ce est pas rien. Dans un monde qui va vite et qui préfère les grandes révélations aux petits signes, vous avez choisi de vous asseoir avec la lenteur de quelque chose de vrai. Cela compte énormément pour moi. Si cette histoire vous a touché, laissez un JM pour que je sache que je dois continuer à les raconter. Chaque JM me dit qu'il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de ces histoires, et cela me donne la force de continuer. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore là, parce qu'il y a une nouvelle histoire chaque jour sur cette chaîne, des histoires de femmes qui ont vécu, qui ont vu, qui ont appris, des histoires qui portent de la substance sous leur surface. Et si vous avez vraiment écouté jusqu'ici, si ces mots ont mis un nom sur quelque chose que vous portiez depuis longtemps, laissez le mot sécurité dans les commentaires. Pas parce que la vie est facile, parce que la sécurité commence quand quelqu'un choisit enfin de tenir la porte ouverte. Dites-moi où vous regardez ce soir. Votre ville, votre pays. Quelle heure il est chez vous?
Parce que vous êtes réels pour moi, tous autant que vous êtes, et vos mots dans les commentaires arrivent chez moi comme des cartes postales de gens que je ne rencontrerai peut-être jamais, mais qui font partie de quelque chose que nous construisons ensemble, histoire après histoire, matin après matin. Partagez cette histoire si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Pas pour faire de la publicité, pour tendre la main à quelqu'un qui en a besoin sans le savoir encore. De mon cœur au vôtre. Prenez soin des gens qui vous font confiance. Prenez soin de vous. Et gardez vos portes ouvertes, même la nuit, même sans savoir qui frappera.